Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Il est un peu périlleux d'entreprendre l'analyse d'événements qui se déroulent en direct. L'absence de recul risque de provoquer des erreurs d'interprétation. Mais quoi qu'il soit impossible d'en deviner pour le moment la conclusion, le bouleversement géopolitique qu'elle pourrait déclencher au Moyen-Orient commande de consacrer cette chronique à la guerre qui fait rage en Iran. Vendredi 13 juin, Israël a lancé l'opération Rising Lion, ou lion qui se dresse, une référence tirée du livre des Nombres, au lion solaire, emblème de la Perse. De façon inattendue, Tsahal a procédé ce jour-là à un bombardement massif visant des installations du programme nucléaire iranien, des usines de missiles balistiques, le commandement du corps des gardiens de la révolution islamique et des forces armées iraniennes. Prenant acte de l'échec des négociations entre le gouvernement iranien et l'Agence internationale de l'énergie atomique, chargée de s'assurer que le programme nucléaire iranien reste de nature civile, Israël a décidé de frapper préventivement hommes et matériels afin d'empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique. Outre la centrale nucléaire d'Arak, l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, des sites à Ispahan, Tabriz, Arvaz, ont été visés des infrastructures stratégiques conventionnelles, des sites de missiles balistiques et des moyens de défense aérienne. L'attaque israélienne a été imprévue et massive. 200 avions de combat ont mené les actions qui ont neutralisé les deux plus hauts responsables militaires du pays, Hossein Salami, commandant en chef des gardiens de la Révolution, et Mohammad Hossein Bakéri, chef d'état-major, ainsi que les principaux responsables des services de renseignement iraniens. 9 scientifiques spécialistes des questions nucléaires ont également été visés. Ces actions constituent une nouvelle étape dans la guerre à distance que se livrent Israël et la République islamique d'Iran depuis l'accession de l'imam Khomeini au pouvoir en 1979. Jusqu'alors, en dehors de frappes limitées, la guerre suivait une stratégie périphérique dans laquelle l'Iran déléguait à des proxies le soin de mener un conflit par procuration, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, le Hamas à Gaza. Les massacres perpétrés dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023 sont l'une des pages sanglantes de cette guerre totale entre Israël et le régime des Mollahs. Comment expliquer le succès des opérations menées par Israël ces derniers jours? Raison numéro 1. Les erreurs stratégiques de l'Iran qui ne s'est pas doté d'une force aérienne moderne, une conséquence des sanctions internationales dont le régime fait l'objet. Benjamin Netanyahou a annoncé peu après le début des opérations qu'Israël avait la maîtrise du ciel au-dessus de Téhéran. Depuis 1940 au moins, on sait que dans la guerre moderne, la maîtrise du ciel confère un avantage décisif. Raison numéro 2. L'impopularité du régime des Mollahs qui a permis aux services de renseignement israéliens de bénéficier de complicités locales et de recueillir des informations permettant de localiser les installations militaires et les casernements du commandement iranien. En effet, outre les bombardements effectués par avion, une partie des attaques vient de flottes de drones dirigées sur le terrain par des opérateurs israéliens. En septembre 2024, l'explosion simultanée de milliers de beepers de membres du Hezbollah avait démontré le degré d'infiltration des services israéliens au sein de la milice chiite libanaise. L'opération Rising Lion démontre l'infiltration du Mossad au sein de l'appareil d'État iranien et constitue un nouveau succès après l'échec catastrophique du 7 octobre. Le programme nucléaire iranien comme l'infrastructure militaire du pays ont été largement affectés par les opérations israéliennes. Il n'est toutefois évidemment pas question qu'Israël envoie des troupes au sol par faire le succès. Comment donc assurer l'éradication complète des infrastructures nucléaires menant au programme militaire alors qu'elles sont enterrées profondément? Au fur et à mesure que se confirme le succès israélien, des observateurs invitent les États-Unis à intervenir à leur tour. L'armée américaine est en effet la seule à détenir les bombes, capables de détruire les installations iraniennes enfouies sous terre. La chute de la République islamique après 45 ans de dictature constituerait un succès diplomatique et politique majeur pour Donald Trump. Mais le Qatar et Oman se sont déjà improvisés comme médiateurs pour solliciter un cessez-le-feu au bénéfice de l'Iran, en contrepartie d'une prétendue renonciation au programme nucléaire militaire. Alors que les centaines de missiles balistiques envoyés en représailles par l'Iran sur Israël ont provoqué 24 morts et des centaines de blessés israéliens, quelles sont les options possibles? Soit l'Iran, avec l'aide du Qatar et d'Oman, parvient à négocier un cessez-le-feu en contrepartie du gel pendant plusieurs années de son programme nucléaire militaire, soit Israël parvient à maintenir la pression et à provoquer la chute de la République islamique, dont certains hauts responsables ont déjà été vus, comme Bachar el-Assad il y a plusieurs mois, quitter le pays pour gagner la Russie de Poutine. L'effondrement du dernier soutien du Hamas ne serait pas sans effet dans la guerre à Gaza et plus largement le conflit israélo-palestinien. Les jours à venir seront déterminants. Alors que la gauche radicale en France et dans le monde a pris sans grande surprise fait et cause pour les Mollahs contre Israël, quelles seront la marge de manœuvre de Benjamin Netanyahou? Les décisions de Donald Trump? Le succès du Qatar dans son rôle d'intermédiaire? La position de l'Arabie saoudite? L'engagement du peuple iranien? Aucune solution politique
ne pourra intervenir sans le consentement des 90 millions d'Iraniens. C'est à eux aussi qu'appartient de choisir leur destin.